Bonjour tout le monde. Donc, nous poursuivons ces webinaires que nous consacrons à la question de la qualité de l'éducation en particulier et l'éducation en général. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui concerne la gestion des systèmes éducatifs. On va essayer avec M. Richard Charon d'approcher cette problématique de la gestion scolaire ou bien la gestion des systèmes éducatifs en général, attacher cette question avec l'objectif principal de tout système éducatif qui est l'amélioration de l'apprentissage, comment la gestion du système éducatif peut influencer l'apprentissage, soit positivement, soit négativement. C'est ce que nous allons voir avec M. Richard Charon, enseignant, chef d'établissement, secrétaire général d'AFIDES, qui est l'Association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires, qui a débuté depuis maintenant, je pense, 40 ans. Il est consultant au CONFEMEN, qui est la conférence des ministères de l'éducation dans les pays francophones. Il est aussi consultant de l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie. En plus de ça, il est professeur associé à l'Université Senghor d'Alexandrie. Bonjour ou bonsoir, Richard Charon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. Nagy. Merci beaucoup à la MACA de nous donner l'occasion d'échanger avec vous à ce sujet qui devient une préoccupation essentielle actuellement dans l'évolution de ma pensée, mais aussi, je crois, dans les rapports que j'ai avec les collègues africains avec lesquels je travaille régulièrement. Alors, si vous permettez, je peux commencer le partage de l'écran? Oui. Alors, pourriez-vous... Voilà. Voici maintenant partagé. Vous pouvez commencer votre présentation. Merci beaucoup. Alors donc, je vais au départ signaler une préoccupation que je trouve primordiale dans la réflexion que je conduis actuellement sur la vision systémique au service de l'apprentissage dans les systèmes éducatifs francophones, surtout en Afrique subsaharienne où je travaille. Alors, si j'étais un employé de la Société nationale d'électricité et que j'apprenais que 50% de nos services sont en panne, ça m'inquiéterait énormément. Si j'étais un employé d'une société qui produit des avions et que j'apprenais que 50% de nos avions sont inaptes au vol, je serais énormément déçu. J'apprends que 70% des enfants de 10 ans dans les systèmes où je travaille, où nous travaillons, ne peuvent pas lire un texte adapté à leur âge. Là, c'est la préoccupation majeure qui a amorcé, disons, qui a déterminé ma volonté de changer notre façon de faire dans les systèmes où je travaille actuellement pour améliorer justement cet apprentissage de base. Alors, comme on vient de le mentionner, après mes études, j'ai été enseignant, chef d'établissement. J'ai été secrétaire général de l'AFIDES pendant une quinzaine d'années. Et donc, c'était une association qui avait des membres à la fois au Canada, ici, et en Europe, la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, et une quinzaine de pays africains. J'ai travaillé comme consultant de la CONFEMEN et de l'OIF pendant quelques années. Je suis maintenant professeur associé à l'Université Senghor d'Alexandrie. Et je travaille également d'une façon, disons, parallèle à l'animation du réseau de gestion qui existe maintenant depuis 10 ans et qui comporte maintenant presque 900 personnes d'inscrits. Nous avons créé ensemble tous ces gestionnaires africains, une association internationale que nous avons appelée EduGestion l'an dernier, et nous sommes en train de mettre en place une dizaine d'associations professionnelles de gestionnaires dans une dizaine donc de pays d'Afrique subsaharienne. Alors, la liste est à l'écran, disons des pays qui potentiellement vont créer leur association professionnelle très bientôt. En plus de cela,
Et peut-être justement parce que depuis plus de 30 ans, je travaille essentiellement en Afrique et non pas au Canada, je suis très préoccupé par la crise de l'apprentissage fondamental et aussi par la valorisation et la professionnalisation des gestionnaires de l'éducation. Alors, je suis peut-être un peu provocateur dans l'image que j'utilise, mais il me semble que les gestionnaires sont un peu les fantômes du système éducatif. Ils n'ont pas d'identité propre légale, ils n'ont pas de formation en général, formation initiale et une formation continue très sommaire. Ils sont rarement consultés par leurs autorités. Ils n'ont pas typiquement d'associations qui leur permettent d'avoir une voix et d'être une force de proposition à l'intérieur de leur système. Donc, ils passent un peu inaperçus dans l'amélioration des systèmes éducatifs et c'est quelque chose qui, je crois, est un des éléments qui cause la crise actuelle de l'apprentissage. Et enfin, j'ai découvert l'approche systémique qui me semble une façon pour nous d'améliorer à la fois la gestion et en même temps favoriser une amélioration dans l'apprentissage fondamental. Alors, première constatation, c'est que tous les enfants sont nés pour apprendre, nous le savons tous. Le problème ne réside pas dans les enfants, mais vraiment dans le système éducatif. Et non seulement 70% des enfants, selon l'UNESCO, selon la Banque mondiale, ont des difficultés en lecture et en écriture, mais pour le moment, cette tendance est en déclin, c'est-à-dire que les enfants apprennent de moins en moins. À mon sens, c'est une préoccupation urgente, prioritaire, et la communauté internationale commence à cibler cette tragédie dans l'ensemble de leurs activités. Il me semble que nous aussi, en tant qu'éducateurs, nous sommes interpellés parce que l'apprentissage fondamental, c'est le fondement même de l'ensemble de notre système éducatif, que l'on travaille au niveau fondamental, au niveau secondaire, au niveau universitaire. Nous sommes tous appelés à contribuer à l'amélioration de cet apprentissage fondamental qui constitue, jusqu'à un certain point, le fondement même de notre société. Alors, l'une des raisons pour lesquelles il y a cette crise de l'apprentissage, selon la Banque mondiale et selon l'expérience de beaucoup d'entre nous, c'est que les systèmes éducatifs ne sont pas axés sur l'apprentissage. C'est une affirmation tragique et c'est une affirmation très importante de savoir que, par exemple, il y a une faiblesse des capacités de mise en œuvre des politiques dans de nombreux services administratifs. Donc, nos services administratifs ont de la difficulté on manque de capacité dans la mise en œuvre des politiques favorisant l'apprentissage. Donc, c'est un problème systémique. Ce n'est pas un problème individuel, ce n'est pas un problème des enfants, c'est un problème systémique. Pour paraphraser Albert Einstein, nous ne pouvons pas résoudre ce problème de la crise d'apprentissage avec la même pensée que nous avions quand nous les avons créés. Donc, nous devons changer notre mode de pensée pour être capable de changer cette crise de l'apprentissage. La Banque mondiale, encore une fois, et plusieurs autres intervenants, affirment que la réforme de l'éducation ne peut pas être fragmentaire, elle doit être systémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon exploration depuis quelques mois et quelques années. Alors, je fonde, disons, ma réflexion sur la définition de Joël de Ronet dans son magnifique livre « Le macroscope ». Un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Très souvent, on considère un système comme une structure, comme des événements qui se produisent l'un dans la suite de l'autre, sans vraiment s'attacher à l'interaction dynamique qui fait l'essence même du système et l'organisation de ces interactions et de ces éléments en fonction d'une finalité. Et d'où l'importance de la gestion, parce que justement, c'est notre travail, les gestionnaires, d'organiser les éléments, les interactions, les ressources, et ainsi de suite, en vue de la finalité. Alors, nous constatons que notre système éducatif, pour le moment, est peu fonctionnel dans plusieurs des pays où nous travaillons. Alors, parlons du 70% des échecs, que les élèves sont... non seulement ils sont mal préparés pour apprendre lorsqu'ils arrivent à l'école, mais les effectifs pléthoriques sont très difficiles à gérer. Les enseignants manquent parfois de formation et de motivation. Les parents ont parfois des visions qui sont
disons, alternative à la volonté de l'apprentissage du système. La gestion du système est notamment déficiente. Les ressources, nous le savons, sont insuffisantes ou elles sont mal gérées. La frontière entre le système d'éducation et l'environnement est de plus en plus poreuse. Et nous devons changer nos modèles mentaux justement pour être capables de modifier cette situation. Alors, encore une fois, pour paraphraser Albert Einstein, les systèmes éducatifs que nous avons créés sont un processus de notre pensée et ne peuvent pas être modifiés sans changer notre façon de penser. Les modèles mentaux, selon Peter Senge dans son livre La cinquième discipline, représentent ce qui peut se faire ou non dans différentes situations managériales. Alors, elles sont profondément ancrées. Bien des tentatives de faire fonctionner un nouveau mode d'organisation échouent parce qu'elles s'opposent à des modèles mentaux pesants et tacites. Ils sont souvent tacites. Alors, la représentation suivante démontre que si on s'attaque aux événements sans aller chercher plus profondément quels sont les modèles mentaux qui créent ces événements, on va toujours répéter les mêmes événements, même si on essaie de changer ce qui est symptomatique, ce que l'on peut observer sans changer éventuellement les patterns ou les tendances et les structures sous-jacentes et les modèles mentaux. Alors, j'ai fait moi-même l'expérience de ces difficultés lorsque, pour la Confémen et l'OIF, j'ai travaillé avec des ministères de l'Éducation sur l'élaboration de politiques nationales et de matériel de formation. Tout cela a été fait avec les ministères de l'Éducation et, résultat, après quelque temps, j'ai constaté que ces belles entreprises étaient placées bien sagement sur les tablettes et n'étaient pas mises en œuvre parce que les systèmes éducatifs étaient incapables d'assumer ou d'insérer ces modèles mentaux à l'intérieur de leur fonctionnement au niveau de la gestion. Alors, une des caractéristiques, je crois, que nous avons dans nos démarches pour essayer d'améliorer nos systèmes éducatifs, c'est l'approche analytique, l'approche scientifique qui analyse, qui isole, qui essaie de programmer tout en détail, qui veut des détails précis, mais ne s'attache pas finalement à la finalité du système, alors qui traite une variable à la fois, alors que l'approche systémique, elle est beaucoup plus synthétique, elle relie les choses, elle vise les objectifs, elle donne l'importance à la finalité et aux interactions. Et donc, notre approche analytique était très bonne lorsque nos systèmes étaient très stables et qu'il y avait peu d'interactions et peu de changements. Mais maintenant, c'est l'utilité du système de l'approche analytique est beaucoup plus forte parce que nos systèmes sociaux sont devenus beaucoup plus complexes, beaucoup plus imprévisibles et avec des propriétés émergentes auxquelles on ne s'attendait pas. Alors, il est important, selon Peter Senge, d'identifier nos modèles mentaux et il en a identifié quelques-uns au niveau du management prédominant dans nos systèmes éducatifs et nous pourrons discuter justement pour voir si ces modèles mentaux sont vraiment présents dans les systèmes éducatifs où vous travaillez. Par exemple, le management par la mesure, la culture fondée sur la conformité, le management par les résultats, les bonnes réponses qui sont priorisées, plutôt que sur les interactions les plus efficaces, la volonté d'uniformité, la volonté de tout prévoir et de tout contrôler, la compétitivité bien souvent qu'on met en place dans nos systèmes et qu'on perd de vue le tout, l'ensemble, la finalité dans les détails. Alors voilà quelques-uns des principes que nous mettons en œuvre dans nos systèmes éducatifs. Nous avons une vision descendante, la plupart du temps, une vision hiérarchique qui fait que tout est censé venir du niveau central et aller au niveau local, alors que, par exemple, l'UNESCO nous dit bien que c'est le niveau local et le niveau régional qui est le plus en même de mettre en œuvre toutes les modifications ou les améliorations du système que nous voulons mettre en œuvre. Nous mettons très souvent la priorité sur le quantitatif plutôt que sur le qualitatif, alors que, encore une fois, disons, Albert Einstein nous dit que ce qui compte ne peut pas toujours être compté, puis ce qui est compté n'est pas toujours important. Et Deming nous disait aussi que vous ne pouvez mesurer que 3% de ce qui est important. Donc, ce sont tous des modèles mentaux qui alimentent notre façon de faire.
notre façon d'agir. Pensons par exemple à la politisation du système éducatif. Alors, nous avons souvent des décisions qui sont prises en faveur des besoins des politiques et non pas des besoins d'apprentissage. Ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec un jeune enseignant. Je lui avais demandé, que feras-tu pour obtenir un poste de directeur d'école? Puis il m'a dit, c'est très simple, rejoindre un parti politique. Donc, c'est un autre modèle mental que nous avons qui affecte actuellement notre vision de notre façon de faire, notre façon de gérer. Notre vision est habituellement statique, c'est-à-dire qu'il y a des organigrammes qui déterminent comment devrait fonctionner notre système, mais nos changements, il y a de plus en plus de changements internes dans les établissements, il y a de plus en plus de changements externes également qui affectent notre système éducatif. Il y a des propriétés émergentes auxquelles on ne s'entendait pas et il faut être capable de s'y adapter. La planification, très souvent, dans nos systèmes éducatifs, ne tient pas assez compte du feedback, qui est un phénomène essentiel d'un système, de n'importe quel système. Donc, c'est un peu comme si on essayait de viser une cible mouvante, mais avec une vision très, très, très statique. Alors, parfois, les solutions que nous trouvons à court terme, par exemple, pour nous donner un peu plus d'espace d'un côté de notre système éducatif, ne prévoient pas quelles sont les conséquences à long terme. Et donc, cette vision analytique ne nous permet pas justement d'avoir un impact réel sur l'évolution de notre système éducatif. Donc, peut-être à l'inverse, quelques caractéristiques du système. Donc, nous savons que le système est un tout indivisible, que si on sépare les enseignants de leur système, ils ne sont plus des enseignants, ils sont seulement des enseignants lorsqu'ils sont dans le système éducatif en classe. On peut modifier un élément du système, mais ça n'améliorera pas nécessairement le système au complet. Alors, toutes les ressources actuellement qui sont données pour la formation des enseignants n'aboutiront probablement pas à un changement systémique. Traiter les causes immédiates et proximales ne règle pas l'incohérence des systèmes. Par exemple, les recherches ont démontré que même si on augmente le nombre de ressources didactiques dans un pays, ça n'a pas nécessairement un impact à long terme sur le système lui-même. Alors, donc, nous voulons en arriver plutôt à une gestion systémique. Alors, qu'est-ce que c'est, à notre compréhension, une gestion systémique? Bien, ça répond à la définition d'un système. Un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont organisés en fonction d'un but. Et la gestion, c'est justement d'organiser les éléments et les interactions dynamiques en vue de l'atteinte de la finalité du système. C'est une définition très simple, beaucoup plus simple que celle qui est donnée habituellement dans beaucoup de milieux, mais je crois que pour les gestionnaires en poste, pour les gens avec lesquels je travaille, c'est une façon de tout orienter, toutes leurs activités, justement, vers l'organisation des éléments, des interactions, des ressources, vers l'atteinte de l'apprentissage. Donc, la gestion, son seul but, c'est d'améliorer l'apprentissage et tout le reste est secondaire. Lorsqu'on est seul et qu'on veut aller quelque part, c'est assez facile de s'orienter et d'être cohérent avec ses décisions. Lorsqu'on est dans un système, justement, le travail du gestionnaire, c'est d'essayer d'organiser toutes les personnes, de toutes les orienter vers la même finalité. Et là où on a des difficultés actuellement dans plusieurs systèmes, c'est que nous sommes en présence d'objectifs ou de finalités contradictoires de la part des différents personnels, de la part des politiques, de la part des parents, de la part des gestionnaires, et ainsi de suite. Donc, le travail, c'est d'établir la cohérence entre toutes les personnes et à tous les niveaux du système. Alors, la question que doit se poser un gestionnaire, c'est comment est-ce que nous pouvons, en tant que gestionnaire, aider les enseignants à améliorer leur relation avec leurs élèves en vue de l'apprentissage. Comment est-ce que les enseignants peuvent aider ou comment est-ce que le gestionnaire peut aider les enseignants à avoir des meilleures relations avec les parents pour favoriser l'apprentissage? Comment peut-on gérer les ressources pour que ces ressources soient axées sur l'apprentissage? Comment peut-on gérer les élèves, gérer les effectifs de la classe, les effectifs de l'école pour favoriser l'apprentissage? Comment peut-on gérer les ressources matérielles pour s'assurer que toutes ces ressources soient davantage orientées vers l'apprentissage? Voilà, à notre sens, la gestion axée sur l'apprentissage. Et si on en revient à Peter Senge, lui, dans son milieu,
commerciale et industrielle, il en est venu à la conclusion qu'il faut que les organisations deviennent des organisations apprenantes. Un système éducatif, forcément, devrait être une organisation apprenante dans laquelle nous cherchons constamment un processus d'amélioration continue. Alors, le leadership maintenant, qu'est-ce que c'est un leadership systémique? D'après nous, c'est justement cette compétence qui comprend des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, permettant d'organiser efficacement les éléments, les interactions, les ressources en vue de l'atteinte de la finalité du système, qui est l'apprentissage. Donc, ce leadership doit être contextuel, il doit être adapté parce que chaque milieu, chaque environnement est différent et ce doit être un leadership partagé, communautaire, parce que le leadership n'appartient pas qu'aux gestionnaires, il appartient aussi aux enseignants, il appartient aux parents, il appartient à toute la communauté. Et c'est dans ce sens-là que j'apprécie beaucoup le mot communityship qui a été développé par Henry Mintzberg ici à Montréal, dire que le leadership, c'est vraiment d'assurer une cohésion communautaire vers l'atteinte de la finalité éducative. Alors, dans ce contexte-là, nous avons besoin de gestionnaires compétents. Mais dans plusieurs pays où je travaille, on confond gestion et enseignement. Mais gérer n'est pas enseigner. Un bon enseignant ne deviendra pas, par science infuse, un bon gestionnaire. Les compétences pédagogiques sont essentielles, mais elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc, il faut pour gérer un système, des compétences spécifiques. Alors, pour gérer les finances, les ressources matérielles, les personnels, et ainsi de suite, il faut surtout une nécessité de compétences transversales, c'est-à-dire des habiletés sociales, je dirais même des habiletés politiques, de communication, de leadership, de développement professionnel, d'éthique et de déontologie. Donc, pour être capable de prendre en compte les évolutions sociales, notamment, par exemple, dans la question du genre et de l'équité, dans les changements organisationnels. Donc, il y a beaucoup de décentralisation actuellement dans nos systèmes. On veut que les établissements aient plus d'autonomie. Ça demande une gestion beaucoup plus importante qu'avant, surtout peut-être actuellement à cause de toutes les crises sociales, les crises sanitaires, les crises sécuritaires qu'on vit des établissements, et aussi en présence de modèles mentaux qui ne sont pas adaptés à l'ensemble de cette complexité. Alors, comment apprend-on à gérer? Habituellement, les apprentissages typiques se font dans les pays où je travaille sur le tas. C'est-à-dire qu'on apprend par essai et erreur parce qu'il n'y a pas de formation initiale. Il y a évidemment des conséquences sur le système de ces erreurs. Comme on a une absence de formation initiale et continue et qu'on a absence de statut distinct et qu'on n'est pas consulté sur les orientations et les pratiques, il y a une absence de représentation, d'influence et de leadership collectif des gestionnaires. Il y a les nominations sans référence aux compétences de gestion. Alors, on apprend à gérer malgré toutes ces réalités dans les différents systèmes. Alors, comment peut-on apprendre à gérer quand il y a, dans les pays où je travaille, l'absence d'institutions de formation des gestionnaires? Il y a, en général, l'absence de professeurs compétents en gestion de l'éducation. Il y a une pauvreté de recherche en gestion de l'éducation en comparaison, par exemple, des recherches en pédagogie. Souvent, les cours qui sont donnés en gestion sont des approches un peu théoriques, réductrices, mécanistes, un peu traditionnelles, et avec une applicabilité limitée. Alors, comment peut-on apprendre à gérer? Selon les études les plus récentes dans le monde de la gestion, les apprentissages des gestionnaires ne se font pas habituellement sur des bancs d'école. Il y a seulement 10% des activités formelles de formation qui vont donner des compétences aux chefs d'établissement et aux gestionnaires en général, et que ce soit au nord ou au sud, ou que ce soit dans le privé ou dans le public, de façon générale, la gestion ne s'apprend pas sur des bancs d'école. Elle s'apprend au moins pour 20% par des interactions sociales, c'est-à-dire c'est avec d'autres qu'on apprend à gérer, avec des gens d'expérience, avec des gens que l'on consulte sur la façon de gérer notre fonction. Mais encore plus, la majorité de l'apprentissage en gestion se fait par l'expérimentation réfléchie. C'est-à-dire, c'est par la résolution de problèmes réfléchis qu'on apprend à gérer. Et donc, ce que nous proposons, nous, comme modèle
comme stratégie de formation, c'est que pour former les gestionnaires, il faudrait, si on est dans le cadre d'activités formelles, utiliser justement ces 10% pour transmettre les compétences en apprentissage social et expérientiel. Donc, développer des communautés d'apprentissage parmi les gestionnaires. Il en existe déjà, par exemple, moi je connais bien Coaching Ourselves, qui est une façon de mettre ensemble des gestionnaires pour qu'ils s'apprennent les uns les autres comment ils gèrent efficacement leurs établissements ou leurs structures, développer des compétences en apprentissage par l'expérimentation réfléchie. Donc, étudier en profondeur la méthodologie des résolutions de problèmes, l'analyse systémique, l'utilisation d'un portfolio ou d'un manuel de gestion pour concrétiser, pour apprendre individuellement comment gérer un établissement ou comment gérer un service. Maintenant, puisque je suis allé assez rapidement, j'espère que je ne suis pas allé trop rapidement, j'aimerais partager avec vous une façon qui est proposée par Joël de René pour présenter l'action systémique. Comment peut-on faire maintenant en tant que gestionnaire pour mettre en œuvre cette vision systémique dans la gestion d'un établissement? Alors, j'essaie de partager cette vidéo actuellement. Peut-être que M. Nagy, vous pourriez m'aider à la partager, si c'est possible. La systémique, ce n'est pas seulement une méthode d'observation de la réalité complexe et du découpage de cette réalité en éléments que l'on peut comprendre et recombiner les uns avec les autres. C'est aussi et surtout une méthode d'action. C'est ce qu'on appelle l'action systémique. Comment se fonde cette action systémique et sur quel type d'étapes elle s'appuie? Il y a 5 étapes principales. Je vais les décrire une par une. D'abord, il faut comprendre que ces 5 étapes s'inscrivent à l'intérieur d'une de ces boucles de rétroaction dont je parlais tout à l'heure. Action, évaluation des résultats, nouvelle action. Alors regardons dans l'ordre ces 5 étapes fondamentales. La première, c'est l'analyse de système. La bonne vieille méthode cartésienne a fait ses preuves, il faut l'appliquer. Elle consiste à décortiquer les différents éléments, les étudier un par un, étudier les relations entre chacun d'entre eux. Cette analyse de système peut se faire avec des méthodes, disons des méthodes purement pragmatiques, empiriques, mais aussi utiliser des méthodes mathématiques complexes. La deuxième étape, c'est la modélisation. À partir des éléments qu'on a extraits de la réalité, on construit un modèle ou des modèles. On peut faire un modèle dans sa tête, on peut aussi faire un schéma. Un schéma est une forme de modèle. On peut faire un modèle sur ordinateur, à partir d'un programme, à partir d'un logiciel. La troisième étape de ce modèle consiste à le faire vivre, c'est-à-dire à le simuler. C'est la phase essentielle dite de simulation. On va faire comme si le modèle réagissait dans la réalité. Si je fais ça, que je change tel élément, tel paramètre, qu'est-ce qui va se passer? Je peux simuler un modèle dans ma tête, mais je peux simuler un modèle sur ordinateur ou bien utiliser un simulateur, comme un simulateur de vol, par exemple, qui permet au pilote d'apprendre à atterrir ou à décoller dans des conditions difficiles. Quatrième étape, à mes yeux, c'est l'étape essentielle de l'action systémique. C'est ce que j'appelle l'action combinatoire. Rappelez-vous du réseau de tout à l'heure. Ce réseau est fait de plusieurs nœuds. Si je veux agir sur le réseau pour le modifier, et que je n'agis que sur un seul des éléments, très très vite, l'ensemble du système va se mobiliser pour réagir contre l'effet que je veux lui faire subir. Il va y avoir ce que les économistes appellent des effets pervers. Le système va se réorganiser pour lutter contre la perturbation que je cherche à lui faire subir en agissant sur un seul point à la fois. L'action systémique combine les moyens. Il s'agit d'agir ici, puis là, et alors ensuite, selon les résultats, ici. Ces éléments d'action sont en synergie les uns avec les autres et vont contribuer à faire évoluer le système dans la direction souhaitée. Donc oubliez l'action ponctuelle. En systémique, il faut agir de manière combinatoire sur plusieurs éléments à la fois. La médecine moderne le sait bien, qui combine le diagnostic, la prévention, le changement nutritionnel, l'exercice, plutôt que seulement l'application d'un médicament. Et enfin, dernière étape, très importante aussi, c'est l'évaluation des résultats. On a changé l'environnement par son action, cet environnement a répondu, il vous renvoie de l'information,
L'évaluation des résultats consiste à intégrer ces différents éléments et à les réinjecter dans sa nouvelle action, respectant ainsi la boucle de rétroaction essentielle à l'approche et à l'action systémique. Voilà, merci. Alors, en conclusion, c'est à la suite d'une réflexion pendant, disons, quelques mois et à la suite d'expériences de quelques années en Afrique, ce sont les conclusions auxquelles j'arrive pour essayer d'orienter les activités de nos organisations professionnelles naissantes pour que ces organisations soient capables d'apporter une contribution efficace à l'amélioration de la gestion et justement au fait que cette gestion soit orientée essentiellement vers l'apprentissage. Alors, cette réflexion, je l'ai faite d'une manière un peu isolée jusqu'à maintenant et j'apprécie beaucoup cette occasion d'en discuter avec vous. Vous avez peut-être une expérience plus approfondie et plus longue de la vision systémique. J'aimerais poursuivre avec vous ces réflexions et si vous voulez ensuite garder le contact et que vous m'apportiez de nouvelles idées pour être capable de faire en sorte que les 200 membres de nos associations professionnelles soient capables d'être de meilleurs gestionnaires et axer davantage sur l'apprentissage, je l'apprécierais beaucoup. Alors, merci beaucoup. J'en termine maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Richard Charron, pour cette présentation très intéressante sur un sujet très important qui concerne la réforme du système éducatif dans tous les pays. Tous les pays, bien sûr, ont beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux concernant leur réforme de leur système éducatif. Et chaque pays peut avoir des défis particuliers. Mais en général, on peut dire que le défi de la gestion scolaire, de la gestion du système éducatif est un défi commun à tous les systèmes éducatifs, à des degrés bien sûr différents d'un pays à un autre. Mais je pense que la clé de la réussite de toute réforme éducative se trouve au niveau de la gestion. La première question, Monsieur Richard Charron, vous avez parlé de la gestion du système éducatif, mais vous vous êtes plus focalisé, à mon avis, sur les gestionnaires des établissements scolaires. Lorsqu'on parle de gestion du système éducatif, c'est une gestion qui concerne tout le système, depuis le ministère de l'Éducation jusqu'à l'établissement scolaire, en passant par tous les maillons de la chaîne de gestion. Bien sûr, chaque pays a ses institutions, ses structures de gestion, et ça dépend bien sûr du niveau de centralisation du système éducatif. Vous avez des systèmes éducatifs très centralisés, des systèmes éducatifs décentralisés. Dépendamment de cette structure de gestion, comment on peut améliorer l'efficacité de la gestion d'un système éducatif, pas au niveau de l'établissement scolaire, avant de passer à l'établissement scolaire, depuis le ministère jusqu'aux autres maillons, disons régionaux, locaux, avant de passer à l'établissement scolaire. Voilà, je crois qu'effectivement, c'est une question centrale, essentielle, et qui correspond quelque peu à mon expérience. Donc, au départ, j'ai été le secrétaire général de l'Association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires. Et donc, nous travaillions essentiellement avec les personnels de gestion, surtout au niveau local. Il y avait dans notre réseau quand même des gens qui étaient des inspecteurs et qui occupaient des postes parfois dans des organisations régionales ou centrales, mais nous avons réalisé que nous devions avoir ce qu'on appelle une approche hybride. C'est-à-dire que en travaillant seulement au niveau local, on ne pouvait pas
avoir un impact sur l'ensemble du système. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à travailler justement avec la Confémen, la Conférence des ministres de l'Éducation de l'espace francophone, et avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous avons essayé donc d'avoir cette approche hybride parce que ce que nous constatons, et ce que j'ai vérifié encore l'an dernier lorsque j'ai participé à un sommet au symposium du GPE à Addis Abeba, c'est que la majorité des recherches, la majorité des intérêts des organisations internationales se portent effectivement sur le niveau central. Il y a, dans les pays où je travaille, beaucoup moins d'importance qui est accordée à tout ce qui est local. Et comme il n'existe pas de structure dans nos pays où je travaille, encore une fois, il n'y a pas de façon pour les gestionnaires d'avoir un impact sur le système. Alors, nous essayons, à l'intérieur de nos associations nationales, d'avoir des gens au niveau local, au niveau intermédiaire et au niveau central. Alors, notre clientèle, pour le moment, est constituée d'environ 60% de gens au niveau local, mais nous avons aussi environ 30% des membres de nos associations qui sont des inspecteurs, donc qui travaillent au niveau régional, et nous en avons quelques-uns qui travaillent au niveau central. Et nous essayons justement de voir comment avoir une approche ascendante en contrepartie peut-être de l'approche descendante qui est habituellement utilisée par la majorité des organisations internationales et qui, à mon sens, sont plus ou moins efficaces si on regarde les résultats actuels des systèmes éducatifs. Je ne sais pas si ça répond à vos préoccupations. Oui, oui, très bien. Il y a une autre question que je pense qui est centrale. C'est la question de l'autonomie de l'établissement scolaire. On parle de la gestion de l'établissement scolaire. On veut que le gestionnaire puisse être capable d'influencer l'apprentissage, d'améliorer les apprentissages au niveau des établissements scolaires. Mais vous savez très bien que dans les pays africains, l'autonomie de l'établissement scolaire n'est pas encore réalisée. Alors, dans ce contexte, comment le gestionnaire de l'établissement scolaire peut combiner ou bien peut réussir à faire sa mission en l'absence de l'autonomie de l'établissement scolaire? Effectivement, nous avons réalisé une enquête l'an dernier auprès des membres de notre réseau, auquel 250 participants ont répondu. Et au sujet du leadership, ils ont tous affirmé que le leadership dans leur système éducatif était important, mais qu'il manquait deux éléments essentiels pour la mise en œuvre. L'un, c'était les ressources nécessaires pour assurer ce leadership, et l'autre, c'est l'autonomie nécessaire justement pour être capable d'adapter, disons, la structure ou d'adapter les règles de fonctionnement du système en fonction de la réalité des établissements, disons, qu'ils dirigent. Alors, effectivement, c'est quelque chose que les chefs d'établissement eux-mêmes et que, je crois, les gestionnaires en général, à l'intérieur de à tous les niveaux du système éducatif, ils en sont bien conscients. Il y a eu une volonté de décentralisation dans plusieurs des pays. L'une des difficultés, encore une fois, que l'on rencontre à ce sujet-là, c'est que pour gérer un établissement autonome, il faut avoir les compétences pour le faire. Et les ministères de l'Éducation ne mettent pas en place des formations suffisantes pour que cette autonomisation des établissements scolaires soit facilitée par la compétence des gens qui sont censés la mettre en œuvre. Alors, nous en revenons, nous, toujours à l'essentiel de la formation des gestionnaires. Disons, les changements induits par la décentralisation et par l'autonomie sont parfois mis en péril par le fait qu'on n'a pas au niveau local les compétences nécessaires pour mettre en œuvre ces nouvelles orientations. Par ailleurs,
une façon justement de s'adapter à cette réalité-là, c'est de travailler avec la communauté éducative, donc de travailler avec tout le monde dans l'établissement scolaire pour essayer de voir quels sont les changements, j'allais dire, progressifs qu'on peut mettre en œuvre à l'intérieur du fonctionnement actuel du système éducatif. Parce qu'il faut réaliser que le système a beaucoup de contraintes et que, par exemple, le leadership n'est pas toujours priorisé, il n'est pas toujours une priorité des autorités. Ils veulent davantage de conformité que de leadership de la part des gestionnaires au niveau local et même au niveau intermédiaire. Il y a quelques années, il y a même un étudiant qui m'avait dit que la vision du leadership que l'on transmet est parfois dommageable à la carrière des gestionnaires parce que dans leur milieu, ce n'est pas le type de leadership ou le type de gestion qui est favorisé. Donc, effectivement, je crois que j'ai osé dire pendant cette présentation qu'il faut aux gestionnaires des habiletés politiques, c'est-à-dire d'être capable en même temps d'être conscient des modèles mentaux ou des paradigmes qui sont présents dans le système et jusqu'où peut-on aller pour être capable d'améliorer la situation sans se rendre, disons, coupable auprès des autorités qui, habituellement, préfèrent la conformité au leadership ou bien à l'autonomie. Bien, en s'inspirant de l'approche systémique, vous avez donné une définition très intéressante de la gestion, qui est d'organiser les éléments et leur interaction dynamique pour atteindre une finalité, un but qui est dans ce cas l'apprentissage ou bien l'amélioration de l'apprentissage lorsqu'on parle des établissements scolaires ou bien des systèmes éducatifs. Si on revient à l'établissement scolaire et on veut l'organiser en tant que système, complexe bien sûr, mais un système qui doit répondre à une finalité. Est-ce que vous ne voyez pas que le fait de travailler par projet dans les établissements scolaires, le projet de l'école ou bien le projet d'établissement scolaire ne peut pas aider dans ce sens et revoir ou bien concevoir l'établissement scolaire comme un système qui doit répondre à des finalités précises. Oui, justement, je n'ai peut-être pas pris le temps de commenter la démarche d'analyse ou d'action systémique qui a été présentée par Joël de René, mais c'est en fait, disons, la stratégie ou la démarche que nous allons proposer à nos membres pour travailler, qu'ils soient au niveau local ou qu'ils soient au niveau intermédiaire ou qu'ils soient même au niveau central. Cette démarche est applicable non seulement dans les systèmes d'éducation, mais dans l'ensemble des systèmes. Et ce que j'ai apprécié, c'est que le premier élément, c'est la finalité. C'est-à-dire qu'on s'entende ensemble sur la finalité de notre système, que ce soit, par exemple, l'inspecteur régional qui gère le système d'inspection régionale, quelle est la finalité de ce système, qu'est-ce qu'il veut atteindre, alors, et dans un établissement scolaire, alors quelle est la finalité de l'établissement. On précise ensuite on analyse la situation. Alors, si notre objectif, par exemple, actuellement, dans l'apprentissage, c'est de favoriser, par exemple, l'apprentissage de la lecture, alors on essaie d'identifier quels sont les facteurs, quelles sont les contraintes, quelles sont les interactions, quels sont les éléments dans le système, quelles sont les ressources qui peuvent améliorer ou qui entravent. Et ensuite, on décide d'un plan d'action. Donc, c'est tout le projet éducatif qui est sous-tendu par cette démarche qui a été proposée par Joël de René. Et ensuite, on assure ce qu'on appelle une régulation, on la met en œuvre, on assure une régulation de cette activité, de ce projet à l'intérieur de l'établissement. Et à la fin du projet, on en déduit une évaluation qui nous permet de revoir tout le processus. Et donc, c'est un processus circulaire, alors que bien souvent, beaucoup des projets qu'on met en œuvre, ce sont des processus qui sont plutôt axés selon le modèle traditionnel de A et B et C et D, et ainsi de suite. Donc, je crois effectivement que
communityship, c'est-à-dire le leadership communautaire qui doit être exercé à la fois par les gestionnaires, mais aussi par les enseignants et par les parents et par l'ensemble de la communauté éducative, aboutissent de fait à un projet local d'établissement qui devrait être, comme proposé par Peter Singer et Deming, un processus d'amélioration continue. Alors, ce n'est pas nécessaire de tout changer dans l'établissement. Il suffit à chaque itération d'améliorer un élément et d'améliorer un élément et d'améliorer un élément. Et ce processus de qualité, d'amélioration de la qualité, je crois, est quelque chose qui va solidifier l'équipe autour de l'établissement scolaire. Et je crois que c'est ce qui va faire que les établissements vont devenir des établissements de qualité. Et si ce processus est répété dans l'ensemble de tous les sous-systèmes du système éducatif, je crois qu'on améliorera grandement la gestion et qu'elle sera axée vers l'apprentissage, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Oui, ce n'est pas le cas actuellement. On peut même dire que nos organisations elles-mêmes n'apprennent pas. Nous ne sommes pas encore arrivés à mettre en place le concept de l'établissement apprenant, ou bien l'organisation apprenante. Mais cet apprentissage organisationnel, il ne peut être réussi que si on a un leader au niveau de chaque établissement scolaire. Et ce leadership, on peut dire qu'il se base sur 5 dimensions. Il y a la dimension personnelle, ou bien le socle personnel. Il y a les habiletés relationnelles. En plus, il y a l'intelligence situationnelle, parce qu'il faut bien sûr connaître la situation ou le contexte et avoir l'intelligence nécessaire pour faire le lien et l'interaction avec le contexte. Et 4e dimension, c'est la gestion des contingences institutionnelles. On a parlé lors de la première question de cette chaîne de gestion qui commence du ministère jusqu'à l'établissement scolaire. Et la 5e dimension, ce sont les compétences transformationnelles pour transformer l'établissement scolaire. À votre avis, M. Richard Charron, quels sont les leviers, bien les principaux leviers pour mettre en place ces 5 dimensions? On peut bien sûr, sans être exhaustif, se focaliser sur quelques-unes. Je crois que nous sommes dans des systèmes, justement, qui ne sont pas axés sur l'apprentissage ni pour les élèves, ni pour les gestionnaires, par exemple. Alors, comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans plusieurs systèmes éducatifs avec les ministères de l'Éducation pour élaborer des politiques nationales de formation. Et donc, nous sommes arrivés à une politique nationale de formation, mais la mise en œuvre de cette politique n'a pas été effective, justement parce que c'est paradoxal, mais le système éducatif n'est pas un système qui est axé sur son propre apprentissage. Alors, le défi est à la fois institutionnel, c'est-à-dire que est-ce que l'institution éventuellement du ministère de l'Éducation va mettre en place une formation qui permet justement d'avoir les habilités dont vous avez parlé, d'avoir ces compétences-là. Est-ce que on va... C'est peut-être déjà le cas dans certains pays. Dans d'autres pays, je sais très bien qu'on met en place des structures de formation continue qui ont des personnels, mais qui n'ont pas les ressources nécessaires pour conduire des activités. Donc, on n'est pas en situation d'apprentissage actuellement au niveau de la gestion dans beaucoup des systèmes éducatifs. Alors, pour compenser cela, et selon le modèle 70-20-10, on peut considérer que ce qui est important, c'est de développer l'apprentissage communautaire ou l'apprentissage social. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous essayons de créer des associations professionnelles qui auront
comme mandat dans leur propre environnement de favoriser les apprentissages des compétences que vous avez mentionnées. Et ensuite, puisque la majorité des apprentissages en gestion se font par l'expérimentation réfléchie, alors il faudrait aussi habiliter les gestionnaires à apprendre par la résolution des problèmes qu'ils rencontrent, parce que c'est une autre façon importante d'apprendre, d'acquérir les compétences nécessaires. Alors, certaines compétences sont, j'allais dire, transmissibles assez facilement par un cours, par une formation, par exemple les connaissances en gestion financière ou en gestion matérielle et ainsi de suite. D'autres sont davantage des savoir-faire qui sont plus complexes. Et enfin, ce qui nous semble encore le plus important, et la plupart des compétences que vous avez mentionnées sont de cet ordre-là, c'est ce qu'on appelle des savoir-être, c'est-à-dire des attitudes qui sont difficilement transmissibles dans un contexte où l'ensemble du système ne les supporte pas. Alors, si je veux être autonome et que dans mon système, ce n'est pas ce qui est exigé, si je veux faire énormément attention à l'apprentissage, mais les critères de performance pour mon avancement professionnel sont que je remplisse des formulaires et que je remplisse toutes sortes de documents envoyés à mon patron. Alors, le système ne supporte pas l'apprentissage des gestionnaires et il faut au moins essayer de le compenser par un apprentissage social et un apprentissage autonome. Et c'est une suggestion que je vais faire à l'Université Saint-Gall lorsque nous allons revoir bientôt le contenu du Master 2 en gestion des systèmes éducatifs, d'intégrer dans ce 10% d'apprentissage institutionnel des apprentissages en apprentissage social et en apprentissage autonome. Oui, si vous permettez, M. Charon, on termine avec quelques questions, 3 questions des téléspectateurs. La première de M. Youssef Hamdani, il a posé plusieurs questions, mais je choisis une seule question. Peut-on assurer la qualité d'un système éducatif sans donner les moyens nécessaires de réussir? C'est évidemment toute la problématique dans plusieurs des systèmes où nous travaillons. Ils n'ont pas effectivement suffisamment de ressources, et d'ailleurs, lorsque je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, lorsque nous avons fait le sondage, par exemple, sur le leadership, l'une des contraintes ou l'une des lacunes pour assumer un vrai leadership pour les chefs d'établissement ou pour les gestionnaires qui ont répondu à ce sondage, c'était l'absence de ressources nécessaires. Alors, évidemment, cette réalité, elle est constante dans la majorité des établissements, dans la majorité des systèmes, à tous les niveaux. Et notre travail à nous, puisque nous ne sommes pas gestionnaires au niveau central en général, nous ne sommes pas les ministres de l'Éducation, nous ne sommes pas les ministres des Finances de ces pays. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est amener une communauté éducative, qu'elle soit locale ou qu'elle soit régionale, à analyser sa situation et à dire, avec les ressources que nous avons actuellement, comment pouvons-nous nous centrer quand même, malgré l'absence de certaines ressources, sur l'apprentissage de nos élèves? Est-ce qu'il y a moyen, avec notre compétence actuelle et nos ressources actuelles, d'améliorer notre service éducatif, l'apprentissage de nos élèves? Alors, et c'est quelque chose dont je discute très, très souvent avec mes collègues des différents pays d'Afrique subsaharienne, c'est que nous n'avons pas le pouvoir de changer le ministère de l'Éducation. Alors, très souvent, les réponses qu'on nous donne, c'est il faudrait que le ministre fasse ceci, il faudrait que le ministre fasse ça, il faudrait qu'on ait davantage de ceci, il faudrait que les organisations internationales fassent telle chose. Nous n'avons aucun pouvoir là-dessus, mais nous avons un pouvoir local avec notre communauté d'améliorer nos services, d'améliorer notre fonctionnement pour en arriver à
une amélioration, si minime soit-elle, de notre qualité d'enseignement, de notre qualité d'apprentissage. Une autre question de Mohamed Mediouni qui pose le problème de la gestion financière liée surtout à la non-disponibilité de contrôleurs d'État pour accompagner l'autonomie des établissements scolaires. Effectivement, lorsqu'on demande aux gestionnaires, locaux surtout, quels sont leurs besoins de formation, la demande la plus fréquente, c'est la formation en gestion financière. Disons pour deux raisons, peut-être parce que la gestion pédagogique, les gestionnaires qui sont nommés habituellement sont des pédagogues et donc au moins au niveau de la pédagogie, ils ont quand même une certaine expérience, une certaine expertise. Mais quand on est tout à coup nommé responsable de la gestion financière d'un établissement, alors c'est là que le bas blesse, c'est là que peut-être qu'on doit au plus tôt acquérir certaines compétences parce que il y a, enfin ça dépend évidemment des pays et des systèmes, mais il y a quand même une vérification financière qui est faite. Dans certains cas, disons, dans certains pays, je sais que la majorité des chefs d'établissement qui ne sont pas renouvelés dans leur mandat, c'est à cause justement de difficultés de gestion financière. Et là encore, le système d'inspection, enfin, le système d'inspection habituellement n'a pas les moyens d'assurer une inspection efficace au niveau local. C'est une réalité dans beaucoup de pays. Alors, certains inspecteurs ont plusieurs centaines d'écoles à visiter, ils n'ont pas la chance de le faire régulièrement. Et donc, j'allais dire, le contrôle financier local devient encore plus important. Et il faut qu'il y ait au niveau local disons, un contrôle financier qui soit beaucoup plus de proximité que ce qui est fait par les autorités régionales ou les autorités centrales. Mais là encore, c'est une vision. Bon, dans mon système à moi, il n'y a pas d'inspection. Alors, nous avons éliminé, disons, tous les corps d'inspection déjà il y a 50 ans dans notre système d'éducation et toute la responsabilité financière est donnée à la fois au niveau local et au niveau, disons, de ce qu'on appelle, nous, des centres de services éducatifs qui ont un droit de regard, disons, annuel sur tout ce qui se passe au point de vue financier dans les établissements. Mmh. Une réponse courte, si vous pouvez, M. Charon, à M. Smaïl Menna, qui vous demande la différence entre régulation et ajustement. La différence entre les deux. La régulation, c'est un processus davantage de contrôle et l'ajustement, c'est peut-être un concept un peu plus systémique, c'est-à-dire qu'à cause de la réalité ambiante, il y a toujours un ajustement à faire dans tout ce qu'on fait. Je suis en train de conduire une recherche actuellement au Mali sur la gestion de crise. Alors, les chefs d'établissement au Mali vivent des crises sociales, des crises sécuritaires, des crises sanitaires à répétition. Et donc, eux, ils doivent constamment s'ajuster à la réalité. Et cet ajustement-là n'est pas vraiment dans le cadre d'une régulation. Ce n'est pas comme si on avait un cadre qu'on essayait d'appliquer quelque part. C'est un ajustement à la réalité. Et justement, c'est là que les propriétés émergentes deviennent très importantes, qu'on soit capable, à l'intérieur d'un système, de se réajuster, d'avoir l'autonomie et d'avoir la latitude nécessaire pour se réajuster, alors que le ministère de l'Éducation, lui, ne peut pas le faire au niveau local. Oui. On termine par une question relative à l'approche systémique. Nous savons qu'il y a 4 principes dans l'approche systémique. Il y a le principe de la totalité, le principe de l'équifinalité, le principe de la complexité et le principe de l'homéostasie. Moi, je m'intéresse surtout à ce dernier principe. Un système tend à l'équilibre, à défaut, il crée des sous-systèmes cherchant chacun à atteindre et maintenir un équilibre propre à lui. Et ça, c'est le problème le plus important lorsqu'on parle de
d'approche systémique, comment s'attaquer à ce problème, comment résoudre ce problème lié à l'homéostasie. Effectivement, et je crois que c'est l'une des grandes faiblesses de l'approche actuelle qui essaie de régler les problèmes d'une façon ponctuelle et d'une façon sur un seul élément du système. Alors, comme l'expliquait encore une fois Joël de René dans la petite vidéo, c'est que si on essaie d'intervenir sur seulement un élément du système, le reste du système se réajuste et donc le principe de l'homéostasie fait qu'à la longue, le changement souhaité ne se réalise pas. L'un des principes aussi, bon, Peter Senge, dans son livre, considère que l'une des 5 disciplines nécessaires pour une vision systémique, c'est d'être capable d'exprimer ces paradigmes, ces modèles mentaux, et d'être capable de savoir que nos modèles mentaux et que nos objectifs à nous sont des objectifs qui sont personnels et qui sont subjectifs, et qu'à la longue, ces objectifs personnels ou de sous-systèmes doivent être intégrés dans le fonctionnement du système. C'est-à-dire qu'on est conscient que les enseignants ont des objectifs personnels et professionnels qui parfois entrent en conflit avec disons, l'objectif du système lui-même. Par exemple, lorsque les enseignants vont en grève, alors ils y vont pour des objectifs personnels, pour avoir un salaire et des conditions de travail adéquates, ce qu'on peut comprendre et ce qu'on accepte dans la réalité du système, mais en même temps, comment peut-on concilier justement ces objectifs personnels ou de sous-système avec le système global? C'est la même chose pour les gestionnaires, c'est la même chose pour les parents. Donc, nous avons à l'intérieur de notre système beaucoup d'objectifs qui sont parfois divergents. Et je crois, enfin, il me semble que la façon justement d'en arriver à un résultat satisfaisant, c'est de comprendre chacun de ces objectifs et d'essayer de voir comment, dans le système, par exemple un système local, on peut prendre en compte les besoins des enseignants, on peut prendre en compte les besoins des parents, on peut prendre en compte les besoins des élèves pour essayer de s'assurer que lorsqu'on met en place une volonté de changement, que justement ces objectifs soient convergents à l'intérieur des activités que l'on met. Mais c'est effectivement la complexité je crois, de la vision systémique qui fait que très souvent, on se rabat sur le mode analytique dans la majorité de nos volontés de changement ou dans nos projets de changement. Merci beaucoup, M. Richard Charron. C'était très intéressant. En espérant pouvoir vous accueillir une autre fois, peut-être pourquoi pas en présentiel. Merci beaucoup et au revoir. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette opportunité d'avoir exprimé ces réflexions, ces découvertes que j'ai faites au niveau de la vision systémique. Et j'espère bien que c'est ça, peut-être créer des contacts pour qu'il y ait une réflexion continuelle ou continue à ce sujet-là, pour que dans nos associations professionnelles, on puisse, disons, mettre en place une gestion qui soit vraiment axée sur l'apprentissage. Merci pour cette opportunité. Merci beaucoup. Au revoir.